Bonsoir et bienvenue dans ce tout premier JT de la CAN. Vous avez fait le bon choix d'être sur France 24. On va débriefer longuement cette toute première rencontre de cette édition 2025. Maroc face aux Comores, les Lions de l'Atlas avec la pression inhérente du pays hôte a parfaitement lancé sa CAN en s'imposant 2-0 face aux Comores. Pour en parler avec moi, les deux consultants que vous avez l'habitude maintenant de retrouver à chaque grande compétition de football. Bonsoir Xavier Barret, bonsoir Hervé Kouamouo. Merci d'être avec nous. On retrouvera et on va retrouver immédiatement, on va prendre la direction sans plus tarder de Rabat où se disputait donc ce match d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations. Cédric Ferreira, vous avez assisté à cette victoire du Maroc, le Maroc, les Lions de l'Atlas qui n'ont pas raté leur entrée en lice dans cette compétition, dans leur compétition. Et oui, pourtant il y avait énormément de pression sur les épaules des joueurs marocains, mais finalement tout s'est bien passé lors de ce match d'ouverture face aux Comores sous un déluge de pluie. Je vous l'avais dit tout à l'heure lors de l'émission spéciale, un déluge qui s'est poursuivi tout au long de la soirée à Rabat, mais ça n'a pas empêché le spectacle de se dérouler comme prévu dans ce stade du Prince Moulay Abdellah. Le Maroc qui a eu une belle occasion de tout de suite se mettre à l'abri dès la 11e minute avec un penalty mais manqué par Soufiane Raimi, sa frappe qui a été arrêtée par le gardien comorien Yannick Pandor, d'ailleurs auteur de plusieurs parades de grande classe, le gardien comorien dans ce match. Le Maroc qui a totalement dominé, qui a enfin trouvé la faille en deuxième période grâce à Brahim Diaz, l'attaquant du Real de Madrid, auteur de son premier but dans ce tournoi. Et puis à un quart d'heure de la fin, on a déjà l'un des plus beaux buts de cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est certain. Allez le chercher sur les réseaux sociaux, même si on le diffuse d'ailleurs. Mais le but de Ayoub El Kaabi, en tout cas, est absolument exceptionnel. L'attaquant marocain qui est entré en cours de jeu et qui a déjà inscrit l'un des plus beaux buts du tournoi, c'est certain. Le Maroc qui a totalement dominé cette rencontre du début jusqu'à la fin. Plusieurs occasions procurées. Le score aurait pu être beaucoup plus large. Les Comores qui n'ont pas eu grand-chose à proposer, acculés sur leur but. D'ailleurs, on avait discuté avec le sélectionneur des Comores, Stefano Cousine, avant le match. Il m'avait fait remarquer que chaque équipe qui mettait le bus face au Maroc perdait. Eh bien, peut-être qu'il avait d'autres intentions, mais en tout cas, les Comoriens ont bien été acculés dans leur camp avec très peu d'occasions de contre-attaque. Ils s'en sortent finalement assez bien avec ce 2-0. Le Maroc a en tout cas réussi son entrée en lice, de quoi aborder la suite de la compétition sereinement, avec déjà un grand pas fait en Huitième. Un grand pas vers une qualification pour les huitièmes de finale, exactement. Merci Benoît. Ça permettra aussi d'aborder sereinement le prochain match, le choc du groupe A face au Mali. Oui, un grand pas vers les huitièmes de finale, puisque je vous le rappelle, il y aura les deux premiers de chaque groupe et puis les meilleurs troisièmes qui seront qualifiés. Donc avec une victoire et 3 points, on fait déjà une grande partie du chemin. Un mot, Cédric, sur l'ambiance et ce stade de Moulay Abdellah, dont on a beaucoup parlé, qui n'a rien à envier aux plus belles enceintes qu'on trouve ici en Europe. Donc un mot sur le stade et un mot sur l'ambiance. On sait que, évidemment, c'est tout un pays qui attend un titre pour les Lions de l'Atlas, un titre qui fuit les Marocains depuis 1976. Comme prévu, l'ambiance dans le stade a tenu toutes ses promesses. Alors il n'était pas totalement plein puisque la capacité maximale est autour de 69 000 spectateurs. Là, les chiffres officiels comptaient plutôt 60 000 spectateurs, mais en tout cas l'ambiance a effectivement été très impressionnante. Comme prévu, toutes les tribunes étaient remplies de supporters avec le maillot rouge du Maroc sur les épaules. Les Comoriens étaient très peu nombreux, peut-être plusieurs dizaines de Comoriens qui ont été bien silencieux, totalement écrasés évidemment par le poids de l'ambiance des supporters marocains qui ont poussé durant toute la rencontre et qui ont été récompensés par cette victoire et ce magnifique but d'Ayoub El Kaabi. Ambiance très impressionnante et effectivement vous parliez du stade Benoît, on le disait déjà que c'était conforme aux meilleurs standards internationaux et effectivement il est très beau ce stade de l'extérieur et de l'intérieur avec ces gigantesques panneaux LED qui affichent le score et qui proposent aussi des animations. Un très bel écrin qu'on va revoir puisque le Maroc, on le rappelle, va disputer tous ses matchs de la phase de groupe ici même au stade du Prince Moulay Abdellah.
Les Lions de l'Atlas qu'on va continuer à voir dans ce stade de Rabat, qu'on verra peut-être aussi le jour de la finale. Ce sera le 18 janvier 2026. C'est évidemment tout ce qu'on souhaite aux hommes de Walid Regragui, même s'il n'y a pas de parti pris ici à France 24. On souhaite bonne chance évidemment à toutes les équipes engagées dans cette 35e édition. Merci Cédric Ferreira. Vous allez nous faire vivre cette Coupe d'Afrique des Nations depuis le Maroc avec toutes les équipes de France 24. Je vous invite également à suivre les comptes sociaux, les comptes numériques de la chaîne, ainsi que les comptes des journalistes qui sont envoyés sur place, dont Cédric Ferreira. Messieurs, Xavier Barret et Hervé Kouammo, c'est jamais facile d'entrer dans une compétition. A fortiori quand c'est une compétition qu'on organise. Ça s'est senti quand même en première période du côté des Marocains avec un peu de nervosité. Oui, il y avait de la nervosité. Et puis, franchement, à la mi-temps, je me disais que ça ressemble à un match pourri, un match où tout... le match piège par excellence, parce que quand vous arrivez à rater un penalty dans les premières minutes, la sortie du capitaine sur blessure, et vous avez 80% de temps la possession, mais sans être véritablement dangereux, ça sent le match pourri, mais ils ont pu ouvrir le score au retour des vestiaires, et je pense qu'à partir de ce moment, ça a été beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à jouer. C'est vrai que le choix tactique des Comoriens était très clair. On mettait le bus, le mur, et puis on résistait tant qu'on pouvait, et ils ont bien résisté, puisqu'effectivement, après l'arrêt de Yannick Pandor qui est quand même sous contrat avec le Racing Club de Lens, le gardien des Comores. D'ailleurs, 25 des 26 joueurs sélectionnés dans cette équipe des Comores sont nés en France, ont été formés en France. 6 ont joué dans les équipes de jeunes de l'équipe de France. Voilà, donc il y a quand même un vrai niveau, une vraie qualité technique et tactique dans cette sélection. Après, voilà, on sait que c'est des joueurs qui, à quelques exceptions près, ne sont pas au très haut niveau, à l'inverse de la plupart des internationaux marocains. Donc on a vu effectivement que le Maroc, à l'usure, y est arrivé, mais ils ont eu du mal parce qu'effectivement, ils se sont heurtés à un bloc, et on l'a souvent vu ces dernières années. Le Maroc, quand il jouait le contre lors de la dernière Coupe du Monde, il avait été très à l'aise face à l'Espagne, face au Portugal. Ils étaient allés jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Là, quand ils ont dû prendre le jeu à leur compte, et c'est ce qu'on attend d'eux maintenant, parce que c'est une grande équipe avec des grands joueurs, eh bien, ils ont souvent des difficultés face à des formations qui se replient totalement en défense. Et là, en plus, ils ont joué de malchance. D'abord, il y a eu il a plu très fort en début de match, donc ça perturbe quand même un peu le jeu, surtout quand c'est un jeu technique. Et puis, derrière, il y a ce pénalty raté, donc le doute qui s'installe. Et là, je rejoins tout à fait avec Kouammo sur la nervosité. On voyait même Walid Regragui, qui est plutôt un entraîneur d'habitude posé, qui par moments avait des gestes un peu de désarroi. Et je pense que la mi-temps leur a fait du bien, et on a vu en deuxième période que ça s'est mieux passé. Alors, c'est la 11e nation à la FIFA. Le Maroc, la meilleure nation africaine dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est clairement une équipe qui va trouver d'autres formations face à elle, qui vont jouer très défensif face à cette équipe-là. Oui, paradoxalement, le Mali et la Zambie ont d'autres qualités, peut-être pour faire un peu plus le jeu. Mais de toute façon, maintenant, les Marocains sont habitués. Ils savent qu'ils sont attendus. Ils ont eu des difficultés lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire parce que justement, ils ont dû changer en quelques mois, puisque c'était très proche de la Coupe du Monde. Ils ont dû changer leur mode de fonctionnement, leur logiciel de jeu. Et ils étaient pas au point. Depuis, ils ont enchaîné les résultats hyper positifs, les performances assez remarquables. Ils ont battu le Brésil d'ailleurs, même si c'était un match amical. Donc c'est une sélection qui a atteint une certaine maturité. Et le fait de remporter ce premier match dans la difficulté, c'est forcément un bon point pour eux. Oui, oui, c'est un bon point. Avec une deuxième période beaucoup plus aboutie. Et c'est d'ailleurs en deuxième période qu'on a les buts. Oui, mais disons qu'en fait, c'est vrai que par rapport à 2022, il y a une pluralité, il y a une diversité de profils à la fois sur les côtés et dans l'axe. 2022, l'année, on rappelle, où ils atteignent le dernier carré de la Coupe du Monde au Qatar. Donc ça fait que là, ils ont une équipe qui peut jouer effectivement. En première mi-temps, c'est vrai que ça manquait de rythme. C'était vraiment, ça m'a rappelé l'Espagne des années 2020. Luis Enrique, oui, où ça jouait à la baballe, mais sans changement de rythme. Ensuite, deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Et vraiment, l'ouverture du score a tout changé. Oui, d'ailleurs, c'est un joueur formé en Espagne, Brahim Diaz, qui a marqué ce but pour le Maroc. Attention quand même, parce que lors du dernier match d'ouverture, il y a 2 ans, la Côte d'Ivoire avait battu la Guinée-Bissau 2-0. Et puis derrière, ils avaient perdu les 2 matchs et ils étaient passés par un trou de souris. Mais on imagine que le Maroc espère le même dénouement que la Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Oui, mais peut-être en s'évitant les frayeurs des Ivoiriens. Sans doute. Et un changement de sélectionneur aussi. On rappelle que l'objectif fixé par le président de la Fédération marocaine
ni plus ni moins que le titre. Ça ajoute forcément de la pression sur les épaules de Regragui et de ce groupe-là. Mais tout autre résultat qu'un titre chez eux devant leur public serait vécu comme une vraie contre-performance, une vraie déception pour le public, pour les supporters, pour ce groupe-là. Et même pour Walid Regragui qui a annoncé qu'il démissionnerait s'il ne gagnait pas la CAN. Donc ils se mettent une pression, mais en même temps c'est logique parce que l'équipe, on le dit, elle est 11e au classement FIFA. Elle aurait été dans les têtes de série de la Coupe du Monde s'il n'y avait pas 3 pays qui organisaient. Donc en fait, aujourd'hui, c'est une vraie nation, c'est la vraie locomotive du football africain. Donc c'est logique qu'ils aient des ambitions. Après, le foot, un mauvais match, ça peut arriver. Après, il y a eu des enseignements aussi d'un point de vue sur les joueurs lors de ce match-là. Par exemple, il a débuté avec Raimi comme avant-centre. Raimi rate le penalty. Il fait rentrer El Kaabi. Et El Kaabi marque le but du 2-0. En plus, un but très spectaculaire. Qui va sans doute... Comme nous l'a dit Cédric Ferreira. Figurer parmi les plus beaux buts de la compète. Déjà de la compétition. Ça donne le ton. Donc on sait que forcément, Walid Regragui va se retrouver face à des choix. Déjà, rien que dans la composition du prochain 11 de départ face au Mali. Et donc forcément, ou la Zambie, forcément, il va falloir ça va parler. Donc du coup, déjà, le Maroc, en quelque part, son principal rival avec le Sénégal, je pense que c'est le Maroc lui-même. Et là, il se retrouve déjà confronté à ses choix tactiques parce que dans les rues de Rabat, de Casa, d'Agadir, de Marrakech, de Fès, de Meknès, de partout, les gens sont déjà en train de se dire il faut titulariser lui ou titulariser lui pour le prochain match. Et un joueur, Brahim Diaz, qui a premier buteur de cette CAN, qui lance un peu le Maroc, qui les met en tout cas sur la bonne voie dans cette rencontre, le joueur du Real qui a très très peu de temps de jeu en Espagne. Là, c'est une vraie confiance que lui assure Regragui depuis quelques mois, parce qu'effectivement, au Real Madrid, avec la planquée de stars qu'il y a là-bas, il n'a que très peu de temps de jeu, mais Regragui lui a toujours fait confiance et il lui a assuré quelque part le poste à droite. Et en attendant que Hakim Ziyech peut-être retrouve si son retour au Maroc se retrouve peut-être sur la fin de la... Mais en tout cas, il est bien installé et puis il lui rend bien parce que c'est son 9e but en 16 sélections. Donc c'est quand même un bon ratio. Et vous savez qu'on a un nouveau record ce soir. Ah bon? Eh ouais. Record de victoire. Ah oui, pour le Maroc. Pour le Maroc. Mais record mondial. 19 victoires d'affilée. La dernière fois que le Maroc ne s'est pas imposé dans une rencontre, c'était le 26 mars 2024, un match nul contre la Mauritanie. C'est un record mondial, record en cours en tout cas. Oui, non, mais ça démontre effectivement la qualité de la sélection marocaine, du management de Walid Regragui. Après, il faut tenir compte aussi un peu des oppositions, parce que c'est vrai que parfois... c'est le Brésil. Non, je sais, mais certains matchs éliminatoires dans la zone Afrique, mais aussi dans la zone Europe, parfois sont pas très significatifs et c'est plus difficile. Il n'empêche qu'il y a des déplacements parfois compliqués aussi sur le continent africain, sur des terrains compliqués parfois. Il faut les gagner. Mais voilà, c'est vrai que cet enchaînement de résultats démontre la qualité du Maroc. Mais ça, on n'en doutait pas de toute façon. Maroc-Mali lors de la prochaine journée, ce sera vendredi pour l'un des tout premiers chocs de cette édition. Oui, l'un des tout premiers chocs de cette édition, en espérant que le Mali ait fait un beau résultat, que le Mali fasse un beau résultat demain pour avoir justement un choc, grosso modo, pour la première place, parce que ce sera... Quoique non, il y a quand même un Côte d'Ivoire-Gabon juste avant. Mais... Oui. Non, mais on a de très très belles affiches, vous avez raison de le dire, de très très belles affiches. Mais c'est vrai que c'est une affiche qui vaut la peine parce que même si le Mali est un peu moins bien qu'il y a 2 ans, c'est une affiche qui entre un favori et un outsider. Le programme de lundi, justement, on va en parler du Mali qui... Vous voulez pas qu'on parle des Comores? on peut parler des Comores, évidemment. Vous voulez nous dire un mot du gardien? Non, juste rappeler une chose, c'est que c'était la 2e fois qu'ils se rencontraient. Et lors de la précédente Coupe d'Afrique des Nations, donc c'était au Cameroun en 2022, ils étaient sortis du groupe. Il y avait déjà eu 2-0. Pour le Maroc, et il y avait déjà eu un pénalty manqué par les Marocains face aux Comores, donc c'était Nissiri qui l'avait raté cette fois-là, et donc le Maroc avait marqué le 2e but vraiment dans les arrêts de jeu, en toute fin de match, et on voit que cette équipe des Comores, donc encore une fois avec énormément de joueurs nés en France et formés en France, elle a un vrai cadre, une vraie discipline tactique, et qu'elle peut encore en surprendre plus d'un.
lors de leur seule et unique participation à ce jour, ils étaient sortis des poules et ils étaient allés en huitième de finale. En huitième de contre finale, le Cameroun, d'ailleurs. Au Cameroun, ouais, effectivement, lors pas de l'avant-dernière édition. L'avant-dernière édition. Vous l'avez aperçu sur le tableau, le programme de lundi, avec la suite de ce groupe A, le Mali face à la Zambie, et puis l'entrée en liste du groupe B, Égypte face au Zimbabwe, l'Afrique du Sud face à l'Angola, les Aigles du Mali qui vont donc débuter leur compétition face aux Zambiens, les Maliens qui restent sur un quart de finale en 2023, battus, on s'en souvient, par la Côte d'Ivoire, une opposition entre deux équipes qui vont théoriquement, je le dis, chercher la deuxième place de ce groupe derrière les Marocains. Oui, effectivement, c'est les deux équipes qui sont a priori parties pour chercher la deuxième place. Je pense quand même que le Mali part avec un léger avantage pour son expérience. Et s'ils arrivent à se mettre au niveau sur le plan mental, parce que je pense que c'est vraiment ce qui fait la différence, il leur manque peut-être un très bon attaquant et puis un mental à cette épreuve. Donc c'est une équipe qui commence à avoir de l'expérience, qui a des joueurs, les Amari Traoré, qui ont de l'expérience. Et avec un coach qui connaît très bien l'Afrique. Donc je pense que oui, cette fois-ci, pour moi, ils partent avec un léger avantage sur la Zambie. Le Mali qui n'a jamais rien gagné, une finale en 1972 lors de leur première participation, 5 demi-finales disputées depuis cette finale. Le Mali assez souvent placé, mais qui a du mal à franchir ce plafond de verre. Oui, c'était une équipe un peu maudite au niveau des sélections A, parce que chez les jeunes, ils ont souvent des très bons résultats. Dans les Coupes du Monde 17 ans, de 20 ans, ils ont eu l'occasion de s'illustrer ces dernières années. Mais effectivement, quand il y a un problème de structure au Mali, on sait que la situation politique là-bas est très compliquée. Donc les joueurs, même s'ils sont très talentueux, ils ont du mal ensuite à accéder au niveau professionnel. Donc ils sont obligés de s'expatrier. Et là, c'est souvent compliqué. Donc malgré cette situation, ils avaient des équipes plutôt séduisantes lors des dernières Coupes d'Afrique des Nations. Ça jouait très très bien sous la coupe de Magasuba et de Fousseni Diawara, qui était son adjoint. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Tom Saint-Fit, l'entraîneur belge, qui était auparavant sur le banc de la Gambie, on a a priori un style de jeu différent, beaucoup plus athlétique, beaucoup plus défensif, basé sur la contre-attaque. Donc ceux qui ont aimé le Mali qui jouait risquent d'être un peu déçus, mais au niveau des résultats, pour le moment, ça ne change pas grand-chose. Ça reste une équipe qui a un peu un plafond de verre, qui a du mal à accéder au très haut niveau. Il leur manque souvent un buteur. Et j'ai pas le sentiment qu'il l'est encore. Sinayoko, c'est pas... Sinayoko, c'est pas mal. C'est pas mal, un bon joueur, mais c'est pas le joueur qui va porter l'équipe. Voilà, donc on va voir. Et espérons qu'il nous fasse mentir, mais pour le moment, on est resté un peu sur notre faim, alors que c'était des équipes qui jouaient très bien au ballon. Et Xavier, vous me disiez hors antenne que Tom Saint-Fiet, c'est aussi un sélectionneur qui a la capacité de tirer la quintessence de son groupe. Ouais, ce qu'il avait fait avec la Gambie, c'était incroyable. Il les avait qualifiés. D'imposer une nouvelle philosophie. Oui, en s'appuyant sur... Il avait 3 joueurs dans cette équipe de Gambie, en gros. Le défenseur central, un milieu et un attaquant. Et puis, il avait réussi à créer une formation autour qui procédait en contre-attaque en s'appuyant sur les qualités athlétiques indéniables. Et ils avaient surpris beaucoup de monde, y compris l'Algérie. Donc c'est une équipe... Il faut voir comment Saint-Fiet va faire jouer cette formation malienne. Il a quand même là des joueurs de qualité. Je suis un peu perplexe, j'attends de voir parce que, à mon avis... Oui, c'est vrai qu'il a une capacité à créer des groupes. Des groupes, maintenant, est-ce que... Mais je pense que son équipe sera solide. Moi, effectivement, je ne les vois pas gagner. Hein. Je peux me tromper, mais je ne les vois pas gagner parce que je pense quand même que le manque de buteurs est rédhibitoire. Mais je pense qu'ils ont la possibilité de faire au moins un quart de finale comme la dernière fois. En face, donc, la Zambie, demain, en face des Maliens, championne d'Afrique en 2013. Mais alors, clairement, en manque de résultats depuis ce titre-là. D'ailleurs, ce titre en 2013, c'était un peu à la surprise générale. Oh oui, c'était Hervé Renard qui était sur le banc à l'époque. Et c'est vrai que ça l'a aidé pour sa carrière. Il a confirmé ensuite à la tête de la Côte d'Ivoire, puis maintenant de l'Arabie Saoudite. Il est passé par le Maroc aussi entre-temps. Mais c'est vrai qu'on est un peu curieux de voir comment vont jouer ces Zambiens. C'est vrai que les Chipolopolo, ces dernières années, parce qu'ils viennent régulièrement en phase finale, mais ils font rarement des résultats depuis ce sacre inattendu. C'est une équipe, il y a
pas mal de joueurs qui évoluent soit dans le championnat sud-africain, soit dans celui de Tanzanie, qui est aussi un championnat de qualité. Donc il y a des bons joueurs. Là aussi, ce sera plus une formation qui peut surprendre qu'une formation vraiment attendue. C'est vrai qu'en plus, ils ont un attelage sur le plan du staff qui est très récent, puisque Avram Grant a démissionné après l'élimination de la Coupe du Monde. Donc il a payé l'élimination dans la course au mondial. Donc c'est un staff tout neuf, constitué d'anciens joueurs zambiens. Donc c'est à voir. On a très peu finalement de certitude. Et puis comme c'est un format sur lequel il n'y a pas de match de préparation, on ne peut pas beaucoup voir. Égypte-Zimbabwe, ce sera l'un des autres matchs à suivre ce lundi. On ne peut pas ne pas citer, on ne peut jamais écarter les Pharaons, 7 fois vainqueurs de la compétition, même si le dernier titre remonte à 2010. Il y a eu des finales de jouer depuis. Il y a quand même une constance. Il y a quand même eu 2 finales sur les 4 dernières Coupes d'Afrique des Nations. Ouais. Donc, ils n'ont pas été loin à chaque fois. Ils ont été battus par le Cameroun en 2017 au Gabon et ils ont été battus au tir au but par le Sénégal en 2022 au Cameroun. Donc, ils sont régulièrement au rendez-vous, mais effectivement, ils n'ont pas gagné. Et c'est un gros manque sur le tableau de palmarès, tableau d'honneur de Mo Salah, qui reste la star des Pharaons, mais qui n'est pas seul, parce qu'il y a d'autres joueurs de qualité aujourd'hui. Ce qu'on a souvent remarqué avec l'Égypte ces dernières années, c'est que tout reposait sur Mo Salah, en fait. Il y avait presque une espèce de peur des autres de ne pas lui donner le ballon. Je pense que l'émergence de Omar Marmouche, qui est à Manchester City maintenant, il y a aussi Mostafa Mohamed à Nantes, même s'il n'est pas toujours titulaire. Il y a de très bons joueurs dans le championnat égyptien. Peut-être je pense que leur atout, ce sera d'être moins dépendant de Mohamed Salah, qui, on le sait, ces temps-ci est peut-être un peu moins performant. Et on le sait, Mo Salah qui est en délicatesse avec Liverpool, qui a quasiment perdu sa place, en tout cas ces dernières semaines. Il a perdu son statut. Il a perdu son statut, c'est sûr. Il en parle justement, le sélectionneur égyptien, de l'état psychologique un peu de Mo Salah avant d'aborder cette Coupe d'Afrique des Nations. Écoutez. Tout footballeur traverse un jour des moments de tension avec le staff technique de son équipe. Le dialogue est toujours resté ouvert avec Mohamed Salah. Lorsqu'il a rejoint la sélection, j'ai constaté qu'il avait une très grande ambition. Mohamed a besoin de remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Nous allons l'aider et il nous aidera. Nous travaillerons ensemble, staff technique, joueurs et supporters, pour atteindre cet objectif. Bon, ça doit être une motivation supplémentaire pour l'ensemble du groupe d'apporter peut-être ce premier titre, ce seul titre qui manque à Mo Salah. Ce qui est intéressant, c'est que le sélectionneur, c'est Hossam Hassan. Et c'est un joueur énorme dans l'histoire du football africain. Il a été pendant longtemps le recordman des buts internationaux avant Cristiano Ronaldo. C'est un joueur qui a une carrière formidable, qui a mené l'Égypte à je ne sais pas combien de succès. Il a 3 titres, 3 Coupes d'Afrique des Nations. 3 Coupes d'Afrique des Nations. Et donc je pense que c'est intéressant dans le cadre de la gestion de Mo Salah, parce que jusqu'à présent, les sélectionneurs de l'Égypte, c'était des étrangers. Et donc ils arrivaient sur le banc avec cette statue avec laquelle il fallait composer. Aujourd'hui, Hossam Hassan, il peut parler d'égal à égal avec Mo Salah, parce que lui, il a fait gagner l'Égypte. Lui, il a été un très grand joueur. C'était le Mo Salah de sa génération, en fait. Et donc, ce qu'il dit là est très intéressant, parce que je pense que vraiment, entre les deux, il peut se créer un lien privilégié qui va tirer l'Égypte vers le haut. Oui, c'est bien qu'ils le disent, parce qu'au début, quand il a pris ses fonctions, justement, pour s'imposer, il a un petit peu bousculé Mo Salah, il a remis un peu en cause, et donc, en question. Et donc là, effectivement, ils arrivent à former un tandem qui peut amener l'Égypte. Et je trouve que, en plus, comme l'Égypte, en ce moment, est rarement cité parmi les favoris, je pense que c'est aussi une situation qui les arrange d'être un petit peu sous les radars pour avancer. Allez, le dernier match au programme ce lundi, ce sera l'Afrique du Sud face à l'Angola. L'Afrique du Sud qu'il ne faut pas perdre de vue. 3e de la dernière CAN, qualifié pour la Coupe du Monde, entraîné par Hugo Broos, 73 ans en poste depuis 2021 et qui a un très très bon bilan depuis 50 matchs, 27 victoires, 16 nuls et 7 défaites. Oui, c'est un bon entraîneur lui aussi qui fait un choix d'avoir des groupes homogènes, de ne pas avoir une tête qui dépasse. Et je trouve qu'en Afrique du Sud, un peu comme ce qu'il a fait au Cameroun, il a réussi à constituer un groupe. Ses résultats sont constants, puisqu'ils étaient déjà en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations il y a 2 ans. Ils sont qualifiés. Bon, là, je crois qu'il y a eu un petit scandale avec des propos qu'il aurait tenus.
Bon, je ne sais pas à quel point ça peut les perturber, mais la fédération semble le soutenir. Donc, match ouvert, Xavier, avec l'Angola, entraîné par Patrice Baumel. Oui, Patrice Baumel, mais il vient seulement d'arriver. Patrice Baumel, il n'a pas eu le temps d'imprimer sa patte sur les Palancas Negras. Il connaît l'Angola parce qu'il y avait fait un bref passage il y a quelques années déjà. Mais bon, clairement, l'Afrique du Sud est favorite, puisqu'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde, vous l'avez rappelé. Demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont gardé la même ossature, ils ont des très bons joueurs. On se souvient du gardien Ronwen Williams qui avait arrêté je ne sais plus combien de pénaltys. Au milieu, il y a Teboho Mokoena qui est un joueur exceptionnel aussi. Donc non, l'Afrique du Sud est clairement favorite et l'Afrique du Sud est attendue. L'Angola de Patrice Baumel, c'est le challenger clairement dans ce match. Merci messieurs d'avoir participé à ce premier JT de la CAN. Il y en aura 18 autres jusqu'à la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci de nous avoir suivis. L'info se poursuit sur les antennes de France 24. Bonne nuit à tous.